Un plateau, deux invités, seuls devant les caméras, pour une conversation qu'ils mèneront comme ils l'entendent. Mais avant le débat, petit préambule. Alors on commence par vous, présentez-vous. Je suis Stéphane Viville, je suis professeur à la faculté de médecine de Strasbourg. À ce titre, j'assure différentes fonctions, des fonctions d'enseignant, des fonctions hospitalières et des fonctions de recherche. Et dans le cadre des recherches, nous travaillons sur les cellules iPS, les cellules souches embryonnaires, ces cellules qu'on dit cellules à tout faire, qui sont capables de se différencier, de donner naissance à tous les types de tissus qui composent un individu. Même question, qui êtes-vous ? Je suis Julie Stéphane, je suis médecin biologiste spécialisée en génétique et je suis en charge du diagnostic préimplantatoire à l'hôpital Necker-Enfants Malades où nous faisons du diagnostic génétique sur des embryons conçus in vitro et je suis aussi en charge d'un projet de recherche qu'on mène sur l'embryon préimplantatoire. Vous avez maintenant 30 minutes rien que pour vous, avec, comme point de repère, une lumière rouge qui s'allumera si on a besoin de vous interrompre. Des cellules à tout guérir, on a effectivement à l'heure actuelle un espoir sur ces nouvelles cellules dites pluripotentes, ces cellules embryonnaires, ces cellules qui sont capables de produire tous les tissus d'un individu et ça ouvre un espoir une fois de plus de pouvoir traiter un grand nombre de pathologies. Mais ça me rappelle l'histoire de l'aspirine où on cherchait au cours du 19e siècle la molécule qui serait capable de tout guérir. À la fin du 19e siècle est arrivée cette aspirine où on a vraiment cru que c'était la panacée. Et il s'avère qu'on sait maintenant que c'est bien l'aspirine, mais c'est bien pour les maux de tête. Oui, les cellules souches, elles génèrent beaucoup d'enthousiasme parce que c'est nouveau et de la même façon que la thérapie génique a soulevé beaucoup d'enthousiasme il y a 10-15 ans, puis on a ensuite considéré que la thérapie génique servait à rien et maintenant on s'aperçoit que si elle sert à guérir certains patients dans des indications très ciblées. Mais c'est clair que les cellules souches guériront probablement pas toutes les maladies communes. Mais il y a un autre problème aussi, c'est la notion de temps. Le temps n'est pas le même entre le public et le temps de la recherche. Le temps de la recherche est toujours beaucoup plus long que ce qu'espère le public. Oui, quand on est malade, on aimerait bien avoir le traitement à disposition, c'est clair. Mais les cellules souches, elles ont quand même un certain nombre de problèmes, de difficultés dans l'application immédiate aux patients. Donc on n'est peut-être pas tout à fait dans la thérapeutique immédiate de nos malades. Pas dans l'immédiat, non, c'est sûr. Alors, je crois que la première chose qui est importante, c'est un peu de définir ce que c'est que ces IPS et plus particulièrement ce que c'est qu'une cellule pluripotente. Et il faut en revenir, pour moi, quelque chose qui est tout à fait magique, c'est le développement de l'embryon. Finalement, tout être vivant, tout individu, tous les êtres vivants sur cette terre vont démarrer à partir d'une cellule. Et cette cellule va se diviser petit à petit et elle va garder une potentialité de donner l'ensemble des tissus d'un individu. Et c'est cette propriété-là qui est fabuleuse et qu'on arrive à l'heure actuelle à produire dans nos laboratoires, à reproduire dans nos laboratoires et surtout à les faire se différencier, à faire du muscle, du foie, du rein, etc. etc. Et ça a des propriétés qui, pour la recherche, sont extraordinaires. Donc on vit une vraie révolution dans ce champ-là. On a deux sources de ces cellules qui sont les embryons. Donc quand on parle de l'humain, mais on essaie de le faire chez d'autres animaux, qui sont les embryons humains, qui impliquent une destruction de cet embryon. Et depuis peu, grâce aux travaux d'Yamanaka, on arrive à partir de simples cellules de la peau. Alors on peut prendre d'autres choses, mais la peau c'est relativement facile à prélever chez un individu et pas trop douloureux. On arrive par un cocktail protéique, on arrive à les rendre pluripotentes, c'est-à-dire qu'on arrive à les refaire devenir ce qu'on veut. Finalement, à partir d'une cellule de la peau d'un individu, on va pouvoir faire des neurones, du foie, du pancréas, etc. etc. Mais ces cellules, elles ont des propriétés de cellules immatures. Au départ, oui, elles ont des propriétés de cellules immatures, et l'intérêt, c'est justement de pouvoir les faire se différencier, et c'est un outil éventuel pour la thérapie cellulaire. C'est-à-dire qu'on espère. Le principe de la thérapie cellulaire, il est relativement simple. Un tissu se détruit, rend malade le patient.
L'idée, c'est de le réparer. Comment on peut le réparer? C'est en greffant des cellules. Le problème, c'est d'avoir ces cellules à greffer. Et ce qu'on espère de ces cellules, soit embryonnaires, soit de ces IPS, c'est d'avoir une source indéfinie de tissus. Une source indéfinie et de ses propres cellules, quelque part. Parce qu'actuellement, dans la thérapie cellulaire telle qu'elle est appliquée, ce n'est pas les cellules propres du patient qu'on replace chez le patient. Rarement. Non, d'où les problèmes de rejet de greffe. Voilà, des cellules pluripotentes induites à partir de ses propres tissus, du coup, auraient des caractéristiques immunologiques compatibles avec nous-mêmes et fait qu'on ne les rejetterait pas. Alors, je vais réagir sur 2 points. C'est intéressant ce que vous dites sur l'aspect thérapie cellulaire et de montrer que le principe de la thérapie cellulaire n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on fait des transfusions sanguines, ça fait très longtemps qu'on fait, un peu moins longtemps, mais qu'on fait de la greffe de moelle. Un des gros progrès de la prise en charge des brûlés, ça a été la greffe de peau. Donc, effectivement, c'est bien de remontrer que le principe de la thérapie cellulaire est quelque chose qui est relativement ancien et pratiqué depuis longtemps. Alors, le problème de rejet et de pouvoir faire les propres cellules du patient, oui, ça offre cette possibilité-là. Donc, ça offre cette possibilité de ne pas être confronté à la rareté du greffon. En revanche, je ne sais pas si ça sera l'approche pratique qui va être utilisée parce que... C'est potentiellement dangereux. Non, oui, alors pour le moment, c'est potentiellement dangereux, mais c'est aussi un coût considérable. Si pour chaque patient, on est obligé, chaque patient diabétique, par exemple, on est obligé de lui faire ses propres cellules, c'est un coût qui est énorme, alors que si on a en banque un certain nombre de cellules qui sont déjà toutes prêtes et qu'on peut utiliser pour plusieurs patients, on peut espérer réduire considérablement les coûts. Et c'est un aspect qui est quand même important pour pouvoir proposer le traitement à un maximum de gens. Alors, c'est vrai qu'il y a le danger à l'heure actuelle d'utiliser ces cellules. Mais de quel danger parle-t-on exactement avec les cellules IPS? Elles sont simples à fabriquer, leur potentiel est évident. Et pourtant... Il y a 2 types de dangers finalement. Si on prend leur origine même, leur origine souche embryonnaire et donc capable de se développer, de se diviser considérablement, c'est purement comme la définition de la cellule cancéreuse. Et donc, de greffer cette cellule, et on le sait, on le fait chez la souris, de greffer cette cellule chez une souris, on induit un cancer. Donc, il y a ce danger-là, c'est que les protocoles de différenciation de ces cellules, donc de production d'un tissu, s'il n'est pas suffisamment poussé et qu'il reste dans cette population qu'on va greffer des cellules qui ont un caractère souche, qui ont encore de leur identité souche, on risque de transplanter un cancer au patient. Mais paradoxalement, il y a une autre difficulté, c'est qu'une cellule complètement différenciée ne va plus croître, ne va plus se diviser. C'est aussi quelque chose qu'on cherche. Voilà, si on greffe quelque chose, on veut que le greffon colonise le tissu, donc on veut qu'il se divise aussi. Donc il faut arriver à trouver, sur le reste. Il faut arriver à trouver un juste milieu entre un arrêt de prolifération, une continuer à proliférer mais pas trop. Et puis l'autre difficulté, elle vient à l'heure actuelle, elle est principalement technique. Ces IPS, telles qu'elles sont faites, c'est des mutants. Et alors, on peut espérer que dans peu de temps, on ait des technologies qui n'en font plus des mutants, mais pour le moment, c'est des mutants. Il n'est pas question, des mutants qu'on n'a pas caractérisés d'ailleurs, et elles sont toutes différentes. Donc, il n'est pas question d'utiliser ces cellules comme greffons, comme outil thérapeutique au sens de greffer à un patient. On ne sait pas très bien ce qu'on va lui greffer. Donc aujourd'hui, à mon sens, l'intérêt des cellules souches induites, elle est peut-être pas trop du domaine thérapeutique, mais plutôt du domaine de modèles cellulaires et pour à la fois investiguer des processus de différenciation ou pour tester des molécules sur des modèles cellulaires induits. Oui, c'est possible, mais c'est pas parce qu'il y a danger qu'il faut arrêter les travaux sur ces cellules en tant qu'outil thérapeutique. C'est vrai que ces cellules ont des potentiels énormes, donc elles ont des potentiels en recherche fondamentale, mais en thérapie aussi, en particulier en thérapie cellulaire. On a enfin un outil qui peut être utilisé pour différents
type de greffe. Donc il ne faudrait surtout pas, sous prétexte qu'il y a un danger, sous prétexte qu'il y a un exemple précédent où on a montré que ça pouvait potentiellement être dangereux. Oui, ça peut être dangereux, mais si on ne fait pas ces expériences, on ne saura pas quel est le danger, donc on ne pourra pas le corriger. Vous avez tout à fait raison. L'idée n'est pas d'abandonner les cellules souches induites. Peut-être juste de dire que les essais thérapeutiques actuels sur des cellules souches induites sont quand même très limités, voire inexistants, et que pour l'instant on est quand même aux modèles animaux pour essayer de voir dans quelle mesure ces cellules corrigent les déficits, récupèrent une fonction cardiaque, refondent la peau, donc dans différents modèles. Mais bien sûr, un jour, probablement, il y aura des essais thérapeutiques sur l'homme. De la même façon qu'on a fait des essais en thérapie génique et qu'on a tiré les leçons de ces essais, je pense qu'on devra passer à des essais thérapeutiques de cellules souches sur l'homme. Moi, je pense quand même que c'est un petit peu prématuré. Quand on parle de la thérapie génique, qui a quand même été fait pour des enfants qui avaient un déficit immunitaire causé donc par un déficit génétique, ces enfants, ils étaient donc mis sous bulle, puisqu'ils attrapaient toutes les infections qui passaient. On a apporté à ces enfants, en fait, on a extrait de la moelle de ces enfants des cellules souches qu'on a corrigées avec le gène défectueux. Et puis, une fois que les cellules étaient corrigées, ces cellules ont été réinjectées aux enfants. Elles ont pris donc la place des cellules des enfants dans leur moelle et elles se sont mises à synthétiser le produit qui leur manquait. Et donc, ces enfants ont récupéré de leur déficit immunitaire. Seulement, le fait que ces cellules avaient un petit avantage sélectif sur les cellules déficientes ont fait qu'elles étaient un petit peu plus vaillantes, probablement, et elles ont donc, pour certaines, dans certains cas, heureusement rares, mais trop fréquents à notre goût, elles ont quand même induit des cancers chez ces enfants. Et donc, c'était pas quelque chose qu'on avait forcément anticipé parce qu'on n'avait pas anticipé l'effet positif de la correction génique. Or là, dans les IPS, ces cellules, on est quand même dès aujourd'hui capable d'anticiper le fait qu'on les a reprogrammées et que donc elles ont été induites comme des cellules souches. Et on sait en médecine que les cellules souches, c'est quand même quelque chose qui, potentiellement, à terme, bien sûr pas immédiatement, mais lorsqu'il y a une succession de facteurs qui vont concourir, certaines peuvent dégénérer vers des cancers. La grosse difficulté, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est l'obtention des greffons. Alors dans l'exemple cité, ces expériences de Alain Fischer, c'était les cellules souches du patient qui étaient, alors c'est pas les mêmes cellules souches, hein, c'est les cellules souches de la moelle osseuse qui étaient corrigées avant d'être placées. L'idée, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça pour toutes les pathologies, pour tous les patients. L'idée, c'est le problème de ces greffes et de ce rejet de greffe. Donc, on veut pouvoir avoir des cellules, si possible, du patient, ce qu'on mentionnait tout à l'heure. Et la preuve du concept a été réalisée de façon très élégante il n'y a pas très longtemps par le groupe de Rudolf Jenisch aux États-Unis, où, un peu sur le même principe que les expériences qui ont été faites, les traitements, c'est plus des expériences, c'est les traitements de Alain Fischer, où ils ont pris un modèle de souris qui développe une anémie falciforme, donc une maladie sanguine relativement fréquente. Souris qui avait été bricolée auparavant pour être humanisée, donc il y avait le gène défectueux de l'homme. Ils ont prélevé des cellules du bout de la queue de la souris, d'accord, et un tout petit prélèvement. C'est aussi, tout le principe est là aussi, c'est que sur quelque chose d'anodin, finalement, un prélèvement anodin, ils sont arrivés, à partir de ces cellules, à reprogrammer ces cellules, à en faire des IPS, donc on est chez la souris, à corriger ce défaut, à différencier ces cellules en cellules souches sanguines, d'accord, et à regreffer ces cellules. Et là aussi, ils sont arrivés à soigner ces souris. Donc, la preuve de concept est faite. Maintenant, il y a toute la difficulté de l'utilisation, du danger de l'utilisation de ces cellules. Et ce que je suspecte, c'est qu'on commencera par des pathologies où il n'y a pas d'autre solution, quoi, où on aura avancé dans les travaux, avancé dans la sûreté, autant qu'on peut dans la sûreté, ce qui avait été réalisé pour les travaux de Alain Fischer, autant que
que nos connaissances nous permettent d'avancer. Et puis, c'est chez ces patients pour lesquels il n'y a plus rien d'autre à faire, effectivement, on tentera peut-être de leur greffer ces cellules comme ultime tentative de guérison. Et en même temps, ça, il faut bien le dire, ça a un côté recherche de l'utilisation de ces cellules. Je pense que oui, on a besoin de l'embryon pour avoir des modèles de cellules embryonnaires précoces, porteuses éventuellement de maladies génétiques, pour pouvoir travailler sur ces lignées cellulaires. Alors, si c'est pour développer des modèles de pathologie, par exemple de pathologie génétique, je ne suis pas tout à fait convaincu. Je pense que dans la mesure où par un simple prélèvement de peau, on peut, voire de cheveux, plus simple encore, voire même de cheveux, on peut arriver à développer des lignées de patients et de chaque patient pour différentes maladies génétiques. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore besoin de l'embryon, en tout cas dans ce domaine de recherche. Moi, je pense, je suis pas d'accord avec vous. Il me semble qu'il y a quand même deux grands champs d'application de la recherche sur l'embryon. On aura besoin de modèles cellulaires, de cellules embryonnaires, probablement dans des essais thérapeutiques qu'on voudrait mener de façon très précoce dans l'embryon, peut-être in utero. Et donc, pour pouvoir voir l'action de molécules sur des cellules souches, précoces embryonnaires, je vois difficilement finalement l'application de nos traitements, nos thérapeutiques à des IPS qui sont quand même des bons reflets, mais probablement pas des cellules embryonnaires. Et je ne suis pas certaine que si on teste une molécule, elle aura le même effet sur l'IPS que sur la cellule embryonnaire. Ça, c'est un point. Et l'autre point, il me semble quand même important de garder de la recherche sur l'embryon, même si aujourd'hui, elle est extrêmement décriée. Elle est extrêmement suspectée de tout un tas de dérives. Je pense qu'on ne sortira pas de la recherche sur l'embryon facilement parce qu'on a besoin de mieux connaître et de mieux comprendre ce qui se passe dans les embryons précoces, en particulier quand ils sont atteints de maladies génétiques, pour pouvoir un jour espérer les guérir. Mais le modèle qu'on met généralement en avant, c'est le modèle d'utilisation pour des pathologies humaines, par exemple génétiques. Dans la vaste majorité des cas, je pense qu'effectivement, les IPS seront suffisantes. En revanche, et c'est là que je vous rejoins tout à fait, il est clair que oui, il y a encore plein de travaux à faire sur l'embryon proprement parlé. On ne sait rien du développement embryonnaire humain. Et on travaille majoritairement sur la souris, mais la souris est la souris, et on sait quelles sont les limites de ce modèle animal. Donc l'embryon est indispensable, à mon avis, encore aujourd'hui, pour mener des recherches, effectivement, de pathologies précoces, par exemple, et du développement embryonnaire humain. J'irais même plus loin, je pense qu'il faut autoriser la création d'embryons humains. Je pense que il faut l'admettre, c'est difficile à admettre, mais il y a des besoins, et il y a des besoins, alors dans plusieurs domaines, mais dans un domaine bien précis, c'est la fécondation in vitro. La fécondation in vitro, on s'est basé sur des modèles animaux, principalement murins, donc de souris, pour des problèmes de coût. Mais la souris, un embryon de souris, ça pousse tout seul. Donc c'est pas un bon modèle. L'embryon humain ne pousse pas tout seul. C'est compliqué, c'est beaucoup plus fragile. Et donc, ne serait-ce que pour améliorer les conditions de prise en charge des patients qui ont besoin d'une fécondation in vitro, c'est indispensable de continuer ces recherches. Mais est-ce que finalement les cellules IPS, elles naissent pas des contraintes réglementaires et éthiques de certaines personnes et qu'on s'embête à produire, à générer des modèles cellulaires pluripotents alors qu'on a des cellules souches embryonnaires potentiellement disponibles et peut-être qui sont de meilleurs reflets de l'indifférenciation cellulaire Alors je dirais oui et non, parce que il y a une telle facilité, ça a été une grosse surprise. C'est là qu'il y a une révolution considérable par les travaux de Yamanaka qui
à mon avis, aura le prix Nobel dans très peu de temps, c'est la simplicité avec laquelle il a obtenu ces cellules pluripotentes. Ça a été une surprise considérable. Il faut 4 protéines pour arriver, des fois même 3, pour arriver à produire ces cellules, finalement, à tout faire, qui sont capables de se différencier. C'est les problèmes éthiques qui ont très certainement poussé à ça, mais c'est aussi des travaux de recherche fondamentaux qui voulaient comprendre qu'est-ce qui fait qu'une cellule a ces capacités énormes de produire différents tissus. Et puis, le problème éthique, qui est généralisé, qui est dans le monde entier, il y a ce problème de destruction de l'embryon pour pouvoir générer ces lignées. Mais donc je reviens à ces IPS. L'intérêt de ces IPS, c'est quand même la facilité de production. Et il y a, pour se fixer aux maladies génétiques, on considère qu'il y a à peu près 5000 maladies génétiques. Il n'est pas possible d'établir, à l'heure actuelle, vu l'activité dans les laboratoires, il n'est pas possible de produire l'équivalent en cellules souches embryonnaires humaines. Produire les 5000 cellules, les 5000 maladies en cellules IPS, si on y met les moyens, c'est 1 ou 2 ans de travail. Donc il y a aussi cet aspect-là, c'est un outil qui est beaucoup plus facile à créer, beaucoup plus facile à manipuler, ce qu'il faut pas oublier. À l'heure actuelle, on se procure des cellules embryonnaires à partir d'embryons conçus in vitro, qui sont donnés à la recherche et dont on extrait une part de ces cellules pour dériver des lignées. Mais c'est vrai que c'est un travail extrêmement long, qui ne fonctionne pas toujours et extrêmement coûteux. Et donc, est-ce que vous pensez que ces cellules, elles sont quand même parfois un meilleur modèle que les cellules IPS ou que c'est vraiment équivalent ? Tout modèle cellulaire, tout modèle, en manière générale, animal ou cellulaire, a ses limites. Et on essaye de créer des modèles qui ont le moins de limites possible, mais ils en ont tous. Et les IPS, effectivement, ne sont pas identiques. On le sait maintenant, ça a été vendu initialement comme complètement identique. Après, ça dépend de l'instrument qu'on utilise pour les regarder. Ou ce qu'on va en faire aussi, parce que à la limite, c'est pas très grave. Voilà, parfois. donc après, qu'est-ce qu'on veut faire de ce modèle ? Si c'est pour des études du développement embryonnaire humain, je pense qu'elles sont pas valables. Voilà. Pas valables en tout cas avec la façon dont on les produit à l'heure actuelle. En revanche, il est vrai qu'on est capable d'en faire des cellules cardiaques, d'en faire des cellules du foie, etc. Donc des intérêts potentiels qui sont quand même énormes. Donc c'est vraiment, quelle est la question qu'on pose ? Donc finalement, ce n'est pas deux logiques qui s'affrontent, c'est des outils à disposition des chercheurs pour essayer de répondre à des questions qui peuvent être parfois les mêmes d'ailleurs, mais souvent différentes. Il y a quand même une répercussion sur les lois de bioéthique, puisqu'elles ont été réformées récemment, et que j'ai lu le texte qui régit la loi sur l'embryon, où on voit quand même de façon insidieuse un climat de suspicion qui existait déjà auparavant, avec l'interdiction de la recherche sur l'embryon et une autorisation sous couvert d'une dérogation. Voilà, sous couvert d'une dérogation. Et maintenant, c'est toujours interdit et éventuellement autorisé à titre dérogatoire, mais il faut apporter quand même tout un tas de conditions qui sont qu'il n'y a pas d'autres modèles, donc on vient d'en discuter, que des chercheurs de l'équipe peuvent être opposés à travailler sur des cellules embryonnaires et donc ils peuvent émettre un veto. Et je trouve que toute cette ambiance extrêmement lourde, elle est quand même préjudiciable à notre travail parce que je fais de la génétique, je travaille sur les embryons, donc forcément je veux cloner des humains. Je veux dire, il y a un espèce de raccourci comme ça obligatoire qui fait qu'on a toutes les peines du monde à travailler, qu'on nous demande toujours plus de dossiers, toujours plus d'autorisations, de tas d'administration et qu'on n'a pas d'argent. Parce que personne ne veut financer cette recherche en France. Et ça devient quand même un problème pour nos laboratoires. Le traitement qui va utiliser des cellules souches embryonnaires ou des cellules souches induites, il n'est peut-être pas pour tout de suite quand même. Je me rends pas trop compte. Il y a finalement peu de données dans la littérature, beaucoup d'énervement dans la littérature grand public. Beaucoup de choses sur la médecine régénérative, sur le fait qu'on va avoir des cœurs de 20 ans à l'âge de 70, qu'on va plus avoir de rides, que l'on va... voilà. C'est pas une maladie d'avoir des rides, donc c'est pas un traitement qu'on va développer là, mais c'est vrai que c'est un point qui est intéressant parce que quand on parle de traitement, il y a
2 choses qu'on peut envisager, c'est la thérapie cellulaire. Donc, prendre ces cellules, les greffer à quelqu'un pour réparer un tissu qui est endommagé. Et ça, effectivement, je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Même si l'industrie pharmaceutique investit énormément et il y a des sommes considérables qui sont investies parce qu'il y a des sommes considérables à faire derrière, ce n'est pas pour tout de suite. Je pense qu'il ne faut pas non plus s'illusionner. Mais ça, c'est le traitement, ce que je dirais, le traitement thérapeutique direct. Oui. En revanche, il y a aussi un traitement indirect, c'est que pour faire de la thérapie, on a besoin, par exemple, de développer des molécules, de développer des médicaments. Et un des gros soucis de l'industrie pharmaceutique, c'est de pouvoir tester ces molécules sur des cellules humaines. Il y a un stade où ils ont besoin de cellules humaines. Jusqu'à présent, la principale source de cellules qu'ils avaient, c'est des cellules de foie. Et c'est des cellules de foie sur des cadavres, recueillis sur des cadavres. Donc, c'est difficile à obtenir. C'est des lots qui ne sont pas toujours de très bonne qualité, qui n'ont pas toujours la même qualité. Et là, subitement, on leur propose des cellules. Alors, j'ai exclu les cellules embryonnaires qui leur posent toujours le problème éthique et avec lesquelles ils refusent de travailler. Mais on leur propose des cellules, et ces cellules induites à la pluripotence, qui sont capables de faire tout type de cellules, pas uniquement des cellules de foie, tout type de cellules. Et à partir d'une même cellule, vous pouvez générer d'abord autant que vous voulez de cellules et autant de types cellulaires, enfin autant, en théorie en tout cas, tout type de cellules. Donc l'industrie pharmaceutique, pour pouvoir tester ces médicaments, elle est ravie. À grande échelle. À grande échelle déjà, et puis tester l'activité, mais tester la toxicité aussi. Parce que si vous développez un médicament pour une maladie neurologique, vous allez pouvoir la tester sur des neurones, mais il faut que vous puissiez aussi la tester sur du muscle, sur du foie, pour voir qu'elle ne détruit pas votre foie quand vous allez l'administrer à votre patient. Je pense aussi que la recherche plutôt neurologique, en particulier les médicaments appliqués à l'étude du cerveau et des choses comme ça, elle a bénéficié de ces modèles parce qu'on avait quand même des grandes difficultés à avoir des neurones en culture. C'est une cellule qui est hyper difficile à obtenir et qui ne se divise pas, etc. Et donc, c'est un moyen pour les chercheurs d'avoir des neurones sur lesquels ils peuvent tester des molécules ou faire même d'autres choses, regarder la réponse à la stimulation, je sais pas, ou la différenciation aussi neuronale. C'est probablement un secteur qui bénéficiera des cellules souches dans l'avenir. Et des cellules souches induites, c'est aussi... oui, des cellules souches induites, je pense. Oui. L'utilisation en thérapie cellulaire n'est pas pour tout de suite. Et puis, il y a, comme pour la thérapie génique, on revient toujours au même exemple, il y a des pathologies qui seront faciles à traiter, il y a des pathologies qui seront beaucoup plus difficiles à traiter, puis il y aura des pathologies qui seront impossibles à traiter. Donc voilà, et parmi les maladies à traiter, où on peut avoir de l'espoir, mais à mon avis pas avant au moins 10 ans, c'est les maladies de la lignée sanguine, puisque c'est relativement simple, on arrive à repeupler un individu avec des cellules souches, éventuellement le diabète avec le transfert, la greffe d'îlots de Langerhans, on y arrivera peut-être. On a à l'heure actuelle, il faut quand même en être conscient, et la biologie, et c'est pour ça que c'est magique, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, et heureusement sinon on ne ferait plus de recherche dessus, mais c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, et à l'heure actuelle, les cheminements nécessaires à une cellule pour passer d'un état embryonnaire jusqu'à un état complètement différencié, fonctionnel, parce que c'est ce qu'on veut aussi, si on veut une cellule du pancréas, on veut qu'elle soit capable non seulement de sécréter de l'insuline, mais pas juste de sécréter de l'insuline comme ça, il faut qu'elle sécrète de l'insuline quand le corps en a besoin, et pas uniquement. Et ça, c'est horriblement compliqué, et on ne sait pas encore faire. On arrive à avoir des choses qui sécrètent de l'insuline, mais on ne sait pas si une fois greffée chez l'individu, elle va réagir proprement, etc. Donc il y a encore un travail de recherche qui est énorme à faire avant qu'on arrive à utiliser ces cellules en thérapie cellulaire. Ça, c'est clair. Alors, l'autre aspect de recherche, qui est plus du traitement, mais vous l'avez mentionné, c'est le traitement des rides, c'est la cosmétique. Et c'est vrai que l'industrie cosmétique, dans peu de temps, on va lui interdire les recherches les essais sur les animaux. Et ils ont quand même besoin, avant de mettre une crème anti-rides sur le marché, il y a besoin de la tester sur quelque chose. Et ces cellules-là aussi, ces cellules induites à la pluripotence, et ces IPS, sont une bénédiction pour ces laboratoires
cosmétique, puisqu'on arrive déjà, c'est pas parfait, mais on arrive déjà à faire de la peau, et donc ils vont pouvoir tester leurs molécules sur ces peaux humaines qui ont été créées, et des peaux de différentes sources en plus, ce qui est important aussi. Mais il ne faut pas rester sur cet aspect-là uniquement de la cosmétique. On donne des voies de recherche à partir de ces cellules, mais ces voies de recherche, elles sont à peu près illimitées, puisqu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut de ces cellules, elles sont à peu près illimitées, et ça va être la limitation à l'heure actuelle, c'est l'imagination du chercheur. Et par chance, cette imagination du chercheur évolue des fois même très vite, et donc moi, je suis curieux de voir jusqu'où on va aller comme outil d'utilisation de ce nouvel outil qu'on a, qui est tout récent, 2006, c'est rien, jusqu'où on va arriver à aller dans l'utilisation de cet outil de recherche. C'est déjà fini, bravo et merci. On se retrouve bientôt pour un nouveau débat. 2 invités dans ce même plateau, rien que pour eux.